Bien, eh ben, bonjour à tous. On est là dans le cycle de nos conférences des DRS. Ce sera la dernière de l'année, donc une particulière. Voilà. Donc on a le plaisir d'accueillir Sabine Hugounin que certains d'entre vous auront le plaisir de recroiser en cours peut-être. On verra. Donc Sabine est directrice engagement et développement durable pour Suez Consulting. Alors normalement, je n'ai pas besoin de présenter Suez, mais voilà, ça reste un groupe qui intervient à échelle mondiale sur tous les enjeux liés à l'eau, la gestion des déchets, la valorisation, et puis de manière plus générale, toutes les questions d'aménagement du territoire. Au sein de Suez, du coup, Sabine est en charge du déploiement de la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire faire en sorte que les problématiques sociales et environnementales soient partie prenante, partie intégrante de l'ensemble des activités de l'entreprise, et puis soit également diffusée auprès des différents acteurs. Voilà. Au-delà de l'entreprise, eh bien, Sabine fait partie de CETEC Ingénierie. Donc CETEC Ingénierie, c'est quelque chose qu'en tant qu'ingénieur, vous allez découvrir prochainement. C'est la fédération de tous les professionnels de l'ingénierie. Donc vous serez tous raccrochés à Syntec d'une façon ou d'une autre. Et du coup, dans ce cadre-là, l'idée, c'est de travailler sur comment les entreprises d'ingénierie environnementale peuvent porter et accompagner les grandes transitions qui sont à l'œuvre ou qui sont requises pour notamment relever les différents enjeux du changement climatique, des problématiques des ressources, de la biodiversité également, les questions d'énergie aussi. Donc voilà, et à travers la présentation qu'on va avoir, finalement, vous allez voir comment, pour différents projets, en partant de la phase de conception jusqu'à la réalisation, on peut arriver à faire des projets qui sont soutenables, ce qui est finalement la feuille de route idéale de tout projet qu'on souhaiterait avoir. Voilà. Oui, bonsoir, ravi d'être ici. Donc oui, moi j'interviens pour un module environnement avec les EGC 5, donc ceux qui sont en génie civil en alternance. Et donc je les ai eus là en septembre. Et donc c'est une petite version accélérée de ce qu'eux voient sur une vingtaine d'heures de cours. Ce que je souhaiterais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est les grandes clés de lecture d'une problématique, d'un besoin, d'un territoire, d'un maître d'ouvrage, d'un client, d'un projet, et les questions que vous serez amenés à vous poser. Et ce que vous allez voir, et j'espère que vous allez comprendre pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est comment se poser les bonnes questions au bon moment pour trouver les bonnes solutions. Parce qu'il n'y a rien à inventer. Il n'y a pas de technologie miracle, ou il n'y a pas de solution miracle ou de projet tout prêt sur étagère qui correspondent aux besoins. Il y a vraiment besoin de repenser et de comprendre le monde dans lequel on vit, l'état et les fondamentaux de la façon dont notre planète, les ressources qu'on a à notre disposition, et la façon qu'on va avoir d'apporter des réponses fonctionnelles pour nos besoins, nos usages de nous, êtres humains, mais en respectant tous les enjeux environnementaux. Donc, on va commencer par des grandes notions que vous connaissez certainement, mais ce qui est important, c'est de construire le schéma intellectuel pour avoir ces grandes notions en tête, parce que c'est vraiment ces grandes notions-là sur lesquelles on s'appuie et sur lesquelles on construit ensuite la réflexion et l'analyse du projet. Je montre toujours cette petite photo parce que je l'aime bien, ce dessin, qui date un peu, mais qui a été fait au moment de la crise Covid, et qui a permis de faire comprendre aussi au grand public que quand on en était à se soucier de savoir s'il fallait qu'on se lave les mains, et comment on se lave les mains, et comment est-ce qu'on met un masque au moment de la crise Covid, en fait, ce qu'on ne voyait pas et ce qu'on ne percevait pas, c'était toute la crise qui est arrivée derrière. Tous les enjeux de changement climatique, et bien au-delà, tous les enjeux d'extinction de la biodiversité, qui sont des effets en cascade
et dont on masque un peu et on se concentre sur des problématiques à court terme, alors que c'est vraiment les enjeux à long terme qu'il faut considérer pour apporter des solutions. Donc, bien comprendre qu'on est dans la 6e extinction de masse, que la précédente, c'était l'extinction des dinosaures, 5e extinction de masse, donc on parle de millions d'années précédentes, que 60% des espèces ont disparu en 50 ans, donc il y a une accélération majeure. Il y a déjà eu des extinctions, ce qui est spécifique, c'est la rapidité à laquelle ça advient, avec un taux qui s'accélère. On a nommé, c'est la première fois qu'il y a une ère géologique qui est nommée Anthropocène, dont les effets sont liés aux activités humaines. Et donc, il y a urgence d'agir. Ce qu'il y a, c'est que pour agir rapidement et au même rythme que les problèmes et la vitesse à laquelle les vagues arrivent, il faut comprendre comment ces vagues sont organisées, par quoi elles sont produites, et pour mieux comprendre quel va être ceux qui font du surf, là, c'est le chemin et le petit chenal à prendre, où on peut arriver à nager facilement pour aller passer derrière et prendre la vague et la surfer correctement. Et ça, il faut avoir les clés. Et c'est ce que je vous propose de regarder ce soir. Certains d'entre vous connaissent peut-être la théorie du donut. Levez la main s'il y en a qui en ont déjà entendu parler. Ouais, pas mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une théorie économique. Et que ça a fait du bien dans le monde de l'écologie, de l'environnement, d'avoir une analyse économique. C'est Kate Raworth qui a développé cette théorie avec le fait qu'on vivait sur un espace fini, la Terre, et que notre modèle de société basé sur la croissance ne pouvait être infini, alors que tout notre modèle est basé sur une croissance infinie. Et donc, elle a défini le donut, donc, qui est l'espace sûr et juste pour l'humanité, donc rester dans ce donut-là, où on a un développement économique inclusif et durable. Et on a un plancher social qui sont les besoins humains, donc la nourriture, l'eau, l'éducation, les revenus, l'équité sociale, etc. Et donc ça, il ne faut pas qu'on grignote cet intérieur, c'est-à-dire que ça, c'est ce dont nous, êtres humains, on a besoin pour vivre. Mais on doit le faire sans dépasser un plafond environnemental qui sont les limites planétaires que vous voyez tout autour. Et donc, vous connaissez peut-être les limites planétaires? Levez la main, ceux qui connaissent. Ouais, beaucoup plus. Okay. Et donc, on a malheureusement déjà dépassé une bonne partie des limites planétaires. Vous pourrez aller voir la petite vidéo de Kate Raworth, là, qui est toujours pas mal pour bien comprendre ce que c'est que cette théorie du donut. Et donc, dans les 9 limites planétaires, on a déjà dépassé celles relatives au changement climatique, puisque voilà, c'est avéré. On a, dans nos pratiques, suffisamment influé pour que le climat soit modifié. On a engendré une perte de biodiversité, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi on a perturbé les cycles de l'azote et du phosphore fortement. Il y a aussi des entités nouvelles qui ont été rejetées dans la biosphère, c'est une des limites planétaires. Et ensuite, il y en a 2 limites qui sont en limite. Donc le changement d'usage des sols, et vous allez voir que c'est fondamental. La modification de l'eau douce, donc le déficit hydrique global. Et puis il y a encore 3 limites qui ne sont pas encore franchies, et encore que, chaque année ça se discute. C'est l'acidification des océans, les aérosols dans l'atmosphère et l'ozone dans l'atmosphère. Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder l'ozone dans l'atmosphère, parce qu'en fait, le protocole de Montréal qui a permis de réguler drastiquement les productions de CFC, là, les aérosols, etc., a permis, avec un accord international volontaire d'arrêt de ces produits-là, de retrouver des valeurs proches de l'ère pré-industrielle. Et donc, c'est ce qu'on recherche, c'est de trouver les solutions qui permettent de revenir à une situation durable et soutenable. En termes de déclin et de facteurs de déclin de la biodiversité, alors facteurs de déclin de la biodiversité, c'est qu'est-ce qui impacte les milieux naturels et quels sont les facteurs de déclin. On a un petit dessin simple là qui est produit par le ministère et qui est vraiment
faut se rendre compte que finalement, il y a 5 grands facteurs. Le premier facteur le plus important, il faut que vous ayez en tête, c'est le changement d'usage des terres. C'est-à-dire, dès lors qu'on modifie, qu'on touche à un milieu naturel, on agit sur un milieu, un écosystème, on le perturbe. Et donc, dès qu'on artificialise un milieu qui n'était pas artificialisé, c'est le premier facteur de déclin. D'où, vous connaissez peut-être le zéro artificialisation nette, le ZAN, arrêter d'artificialiser et de s'épandre. Le deuxième facteur de déclin, c'est la pollution, c'est-à-dire dans nos activités, on a des produits, etc. Et certains sont polluants pour les milieux. Et donc le deuxième facteur, c'est la pollution. Le troisième, c'est la surexploitation des ressources. Alors l'exploitation des ressources, toutes les espèces utilisent des ressources pour vivre. La surexploitation, c'est consommer plus que ce qui est renouvelable dans un cycle continu. Et donc la problématique, c'est que nous, espèces humaines, on surexploite. Et donc il faut arriver à exploiter les ressources sans les surexploiter, leur permettre de garder le cycle de renouvellement. L'ensemble de ces critères et de ces impacts ou de ces actions peuvent utiliser des combustibles fossiles, par exemple, ou produire des gaz à effet de serre qui vont engendrer le changement climatique. Et donc, le facteur changement climatique, c'est une conséquence des autres activités. C'est-à-dire que parce qu'on a ces types d'activités et de facteurs de déclin, on contribue au changement climatique et le changement climatique rajoute un facteur de déclin. Et un qui est peu connu et qui pour autant est très important, c'est les espèces exotiques envahissantes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle mondiale, on a, nous, espèces humaines, trimballé des espèces qui étaient endémiques à un endroit pour les amener à un autre endroit où elles sont devenues exotiques et vice-versa. Et donc on a déstabilisé les écosystèmes parce que certaines qui sont envahissantes, donc se développent massivement, sont venues prendre l'espace vital d'autres espèces. Et donc on a déstabilisé l'ensemble du système. Et donc rétablir ce système en éradiquant les espèces exotiques envahissantes à un endroit et en permettant aux espèces endémiques de se redévelopper, c'est fondamental en fait. Ça fait partie des 5 facteurs de déclin. Donc du coup, ça, c'est 5 sujets qui vont guider toute l'analyse des enjeux environnementaux au départ d'un projet. C'est en quoi mon projet ne va pas contribuer à ces 5 facteurs de déclin. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, ça vous parle? Non? Oui? Levez la main, peut-être ceux qui ont déjà entendu. Okay. Donc, en fait, c'est un concept qui a été développé pour les études environnementales, spécifiquement en matière de biodiversité, mais qui finalement s'applique à tout type de sujet. Ils appellent ça la doctrine ou la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire qu'on considère un état initial de projet. Ici, on a la qualité environnementale, la perte, le gain. On regarde l'impact brut du projet théorique sans l'avoir travaillé. Ensuite, on regarde les mesures d'évitement qui permettent d'enlever une partie des impacts et de ne garder que les impacts non évitables. Sur ces impacts non évitables, on va regarder tout ce qu'on peut réduire. Restent les impacts résiduels. Et ces impacts résiduels, on va tenter de les compenser. Et donc, c'est ce qui permet et c'est ce qui guide, en fait, la loi biodiversité et la loi climat et résilience. L'une introduit le zéro perte de biodiversité, puisqu'il faut qu'on freine et qu'on ferme le robinet de la perte de biodiversité, d'une part, et le zéro artificialisation nette dont je vous ai parlé. La séquence ERC, c'est le plus important en fait dans un projet. C'est-à-dire, c'est se poser les questions au tout début du projet sur tout ce que je vais pouvoir faire pour renoncer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans le projet n'est pas indispensable, peut ne pas être fait? Est-ce que le projet est toujours nécessaire? Est-ce que l'aménagement est toujours nécessaire? Est-ce qu'il répond toujours à un besoin? Et donc la première des questions, et ce qui devrait prendre presque le plus de temps dans les réflexions amont, c'est renoncer. C'est quand on entend parler de sobriété, voilà, c'est savoir renoncer à tout un tas de sujets. Donc se poser des questions. Se poser des questions sur le fait de déplacer. C'est peut-être le bon projet,
mais ce n'est pas le bon endroit. Et donc, c'est analyser les enjeux de là où le projet a été envisagé et se poser la question de savoir si on ne pourrait pas le déplacer à un autre endroit, si tant est qu'il soit toujours nécessaire, ce projet-là, où il n'y aurait pas ces impacts environnementaux. Ça peut être de modifier le projet, c'est-à-dire qu'on repense et on re-questionne le projet, on repense ses limites, on repense sa géométrie et on dit on pourrait faire différemment. Alors ça, tout ça, ça permet d'éviter. Et en fait, comme on dit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne consomme pas, ben voilà, le meilleur projet, c'est celui qui est effectivement nécessaire et qui répond véritablement à un besoin et où on a enlevé tout ce qui est évitable et qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas utile. Et ce qu'il faut voir, c'est que la genèse d'un projet, je ne sais pas combien de temps vous diriez-vous pour un projet entre l'idée et la réalisation. 5 ans 10 ans Combien 15, 20, ouais. Alors un projet qui a 20 ans, d'après toi, est-ce qu'il est toujours le besoin? Il date de quand? Il date de 20 ans plus tôt. Voilà. Est-ce qu'il a été réévalué selon toi? Alors voilà, il a pu être réévalué au milieu, mais souvent, si il ne se réalise pas, c'est que soit le besoin n'était pas là, donc on n'avait pas une bonne adéquation sur le besoin, soit on n'avait pas le budget pour, soit on avait identifié des contraintes et qu'on était en train d'essayer de régler avant d'arriver à faire le projet. Mais le plus difficile, c'est de se reposer les questions sur le besoin initial. Voilà, et de re-questionner parce que on rentre dans un espèce de silo et de tuyau là où il faut avancer et faire l'étape suivante. Et c'est beaucoup plus difficile de se retourner, de se dire est-ce que les étapes d'avant étaient vraiment... Donc après, le plus dur c'est ça, c'est l'évitement, mais c'est ce qui fait qu'on a le moins d'impact possible. Après, toute la partie réduction, on va dire que c'est le plus facile. C'est-à-dire qu'on va regarder comment on peut diminuer l'emprise géographique, par exemple. On peut décaler dans le temps pour intervenir à des périodes qui sont moins sensibles. On peut trouver des solutions techniques qui polluent moins, qui consomment moins de matière. Mais le projet est là de toute façon et il va avoir des impacts. Donc on ne fait que réduire, mais on garde une partie d'impact. Et la compensation, c'est un peu un projet dans le projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à réduire tous les impacts. Et du coup, on va compenser, mais il va falloir créer un nouveau projet qui permet d'apporter des bénéfices, de renaturer, de recréer un milieu, de restaurer une partie, de dépolluer certains sols. Mais du coup, ça va coûter de l'argent, ça va prendre du temps, ça va être décalé dans le temps, c'est-à-dire qu'on aura les impacts du projet 1 et la compensation va prendre du temps. Et les études qui ont été faites montrent que on a un bénéfice qui est vraiment moindre. Donc, on n'arrive pas à compenser en fait. Donc, on se concentre sur l'évitement d'abord et la réduction, et on essaye d'éviter d'avoir recours à la compensation. Quand on parle de solutions fondées sur la nature, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce mot? Ouais, pas mal. Alors, les solutions fondées sur la nature, quand on replante un arbre, ce n'est pas une solution fondée sur la nature. Une solution fondée sur la nature, c'est quand on répond à des enjeux de protection, de gestion de manière durable et de restaurer des écosystèmes, mais pour relever des enjeux de société. Donc il faut que ça réponde à un enjeu de société de préservation. Donc on voit la baisse des températures, la préservation des ressources, la préservation de l'eau, la lutte contre les inondations, le cadre de vie, la protection des écosystèmes. Donc il faut qu'il y ait à la fois un défi de société identifié et des bénéfices pour la biodiversité. Et c'est ça qui fait une solution fondée sur la nature. Alors je ne sais pas si vous arrivez... Ah oui, ça va, ça se voit. Jusqu'à une mer, une rivière. Tout en haut, en fait, la végétalisation des versants et la création de bassins pour réduire ou ralentir les écoulements, c'est une solution fondée sur la nature. Il y a toute la partie préservation et restauration des zones humides qu'on voit sur la gauche.
Planter des berges pour réduire les vitesses du courant, limiter l'érosion, ce sont des solutions fondées sur la nature. Il y a aussi tout ce qui est la végétalisation des lits, des ravines érodées, notamment dans le sud-est de la France, à La Réunion, dans les endroits qui sont très escarpés et où on a des crues fortes et violentes, aux Antilles aussi. C'est des solutions qui sont fortement privilégiées. On a donc toutes les plantations sur les berges, on l'a vu. Il y a tout l'aménagement des zones d'extension de crues, donc c'est laisser de la place aux cours d'eau pour qu'ils puissent se déployer. Donc ça, c'est des solutions fondées sur la nature. Reméandrer le cours d'eau pour le ralentir, c'est-à-dire que les 50 dernières années ou 100 dernières années, on a fait en sorte de canaliser l'eau et on a tout fait pour que quand une goutte d'eau tombe en haut du bassin versant, elle aille finalement le plus rapidement possible à la mer. Et bien en fait, il faut qu'on arrive à faire le total inverse, c'est-à-dire faire en sorte que la goutte d'eau qui tombe en haut du bassin versant, elle mette le plus longtemps possible et elle ralentisse son chemin le plus possible avant d'arriver à la mer, parce que c'est là qu'elle va apporter tous les bénéfices au milieu. Et pour ça, donc, on a besoin de renaturer. Ça peut être aménager un bassin de rétention, mais végétalisé pour le coup. Des zones de rejet végétalisées à l'aval des systèmes d'épuration des eaux usées. Ça peut être des zones d'infiltration végétalisée, donc là pour les eaux pluviales par exemple. Les noues végétalisées ou les jardins de pluie. Donc là, c'est tout le système hydraulique qu'on a beaucoup conçu sous forme de tuyaux et qu'il faut maintenant concevoir de façon superficielle et végétalisée. Et après, il reste la partie végétalisation des toits et des façades. Mais ça, on va dire que c'est la dernière brique quand on a fait tout le reste. Donc, et pas la première pour faire semblant qu'on fait quelque chose de fantastique. Voilà, c'est vraiment la dernière solution qui apporte un bénéfice et un cadre de vie agréable. Mais c'est toutes les autres solutions. Et de façon hiérarchique, les solutions qui sont le plus en amont du bassin versant sont celles qui vont avoir le plus gros effet levier par rapport aux solutions à l'aval du bassin versant. Alors quand on parle de nature en ville, les solutions de nature en ville peuvent être des solutions fondées sur la nature, mais pas forcément. Parce qu'on n'arrive pas forcément à adresser tous les leviers des solutions fondées sur la nature. Mais on a de grandes marges de manœuvre sur la nature en ville. Alors ça peut être toute la partie végétation variée, parce qu'on a eu tendance à faire des plantations, mais très monospécifiques. Et en fait, c'est des végétations variées qui vont apporter la lutte contre les îlots de chaleur urbains. C'est-à-dire que quand on a trois palmiers qui se battent en duel, ça apporte rien du tout. Alors que quand on a un boisement avec des strates arborées de différentes hauteurs, là, ça a une vraie plus-value. C'est ce qui fait aussi des lieux agréables. Il y a toute la partie clôture végétale, c'est-à-dire qu'on a beaucoup segmenté nos espaces urbains, beaucoup avec des matériaux minéraux, métalliques, etc. Et en fait, revenir vers des clôtures végétales, c'est apporter de la nature en ville. Le besoin, c'est le même, segmenter des parties de l'espace urbain, mais on le fait complètement différemment. C'est aussi, donc on a vu les réseaux de noues, les jardins de pluie. C'est recréer des sols vivants parce qu'on a beaucoup appauvri les sols. Et en fait, des sols vivants, c'est une fonctionnalité donc, qui font que les espèces qu'on plante dedans, elles vivent mieux. Mais c'est aussi la rétention des eaux. Parce qu'un sol vivant, il a une capacité de rétention beaucoup plus forte. Et donc, du coup, on va avoir une meilleure résistance des espèces végétales et donc une meilleure résistance au changement climatique. La perméabilité des sols, enjeu majeur. Donc, je vous parlais au début le premier facteur de déclin sur la nature des sols, donc rendre les sols perméables. Planter des arbres et maintenir tous les arbres en place, ça c'est le premier des enjeux, dans le côté éviter. Ça fait souvent rire là, les gens qui s'accrochaient aux arbres pour ne pas les détruire, mais c'était un enjeu majeur en fait, parce qu'un arbre, ça met 20-30 ans à pousser, et tout le temps qu'on perd à replanter un arbre qui lui va mettre 20-30 ans à pousser, pendant ce temps-là, on n'a pas tous les bénéfices et tous les services rendus par ces arbres-là qui nous sont nécessaires. Donc en fait, on a un gros creux. Et le temps que les arbres qui ont été plantés rapportent ce bénéfice,
et ben en fait, c'est perdu, on ne le rattrape pas. Et donc après, on a des sujets comme la pollinisation, les jardins potagers, toutes les plantations dans l'espace urbain qui sont fondamentaux, qu'on a externalisés de la ville et qu'il faut arriver à remettre dans la ville. Alors, je vais vous parler des services écosystémiques. Déjà entendu parler? Bah oui, bien, bien. Alors, c'est pas facile à définir, mais les services écosystémiques, c'est les services que nous rend la nature et dont on a besoin. En fait, on est une espèce parmi les autres et donc la biodiversité, c'est essentiel à notre existence. Alors pourquoi déjà? Parce que déjà, c'est le support de toutes les fonctions écologiques, c'est-à-dire que toutes les espèces, les habitats, la biodiversité, la stabilisation des sols, le cycle de l'eau, le cycle des éléments nutritifs, tout ça, en fait, on en a besoin pour tout un tas de choses. Les services rendus par la nature, c'est aussi les services d'approvisionnement, donc tous les produits et les biens fournis par les écosystèmes, alors les ressources génétiques, pharmaceutiques, le bois, l'alimentation, etc. Mais c'est aussi tous les services de régulation. Donc ça, on le perçoit moins. C'est la qualité de l'eau et des sols, toute la partie lutte contre l'érosion, la gestion des risques naturels, le fait de réguler les inondations, de réguler le climat. Et puis nous, espèces humaines, on a besoin de culture et de bien-être. Donc tout ce qui est relatif au tourisme, à la préservation historique, à l'esthétique, au patrimoine. Et donc, c'est tout ça qui font les services écosystémiques d'un milieu. Et donc, préserver et ou promouvoir ces services dans un projet, c'est fondamental. C'est d'un côté, ne pas contribuer aux 5 facteurs de déclin, voilà, et de l'autre, promouvoir et améliorer tous les services écosystémiques dans le cadre du projet. Vous avez peut-être entendu parler de l'ACV, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important de comprendre que quand on a une réflexion sur un aménagement, il faut qu'on pense tout le cycle de vie. Donc le cycle de vie, c'est la production, les matières premières, la fabrication du produit, son emballage, son transport, sa distribution, son utilisation, sa fin de vie, déchets, et sa valorisation, réutilisation pour rentrer dans le... Et donc, quand on travaille sur un projet, il faut avoir une vision systémique du cycle de vie, mais du cycle de vie global. Cycle de vie du service, cycle de vie du projet, cycle de vie des composantes du projet, de tous les matériaux qu'on utilise. Et donc, c'est toute cette réflexion. Et donc, plus on va zoomer, plus on va avancer dans le projet, plus on va avoir une analyse de cycle de vie la plus précise possible. Le bilan carbone, c'est une méthode d'analyse du cycle de vie avec l'indicateur carbone. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça permet, ces analyses de cycle de vie, de comparer des scénarios. Et si on compare des scénarios que sur un indicateur et pas sur l'ensemble des composantes, on peut avoir une analyse complètement faussée. Et donc on voit que là, pour comparer 2 scénarios, par exemple d'une station d'épuration, il y a une vingtaine d'indicateurs environnementaux et il y a 6 composantes. Donc, on a quand même pas mal de choses à comparer pour pouvoir apporter une analyse. Alors, du coup, souvent, des fois, on parle d'éco-conception. C'est quoi l'éco-conception? L'éco-conception, c'est se poser des questions sur tout ce qu'on peut mutualiser. Hop, j'ai pas ma souris. Reviens là. Tout ce qu'on peut mutualiser dans l'ouvrage. Vous voyez pas la souris, moi? Voilà. Le carré bleu. Tout ce qu'on peut faire évoluer comme pratique de réalisation dans l'ouvrage, comment on peut intégrer l'ensemble du cycle de vie, ce que je vous disais, et tous les acteurs liés à l'aménagement. Et c'est ça qui va permettre d'avoir, quand on fait de l'éco-conception, on regarde aussi bien la préservation des ressources, la santé-sécurité, le bruit, les vibrations, comment décarboner l'ouvrage, s'assurer qu'il soit durable, la préservation de la biodiversité, les espaces naturels, la pollution, l'économie circulaire. Donc, c'est une analyse transversale et multi-échelle. Voilà, ça, c'est les grandes notions clés et c'était important de les rappeler pour que vous ayez les idées clés en tête. Alors, toutes ces notions, elles sont traduites dans les politiques publiques.
Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus ni rentrer dans les détails, mais c'est juste pour que vous ayez une bonne vision de la hiérarchie. Vous connaissez ou vous avez certainement entendu parler des ODD, les objectifs de développement durable. Ben là, c'est la vision et l'approche à échelle internationale qui a été cadrée par l'ONU et qui donne un agenda pour la conception des aménagements durables à horizon 2030. L'Union européenne a, elle, mis en place un Green Deal qui permette de donner la position de l'Europe et la vision de l'Europe en matière de développement durable avec des directives qui découlent de ce Green Deal. Et après, à échelle nationale, chaque pays développe ses outils et on a différents outils de planification écologique. Vous avez peut-être entendu parler des SRADET, c'est la partie aménagement du territoire. Les PCAET, c'est les plans climat et énergie territoriaux. Il y a des feuilles de route régionales, des rapports développement durable des entreprises. Bref, chacun décline le sujet à son échelle. Et donc les lois, donc la loi sur l'eau que vous connaissez, loi biodiversité dont je vous ai parlé, la 2016, loi climat et résilience, c'est 2021, qui fixe le zéro artificialisation nette. Là. Loi industrie verte, c'est 2023-24, c'est trop récent. Donc, toutes ces lois sont une déclinaison de ces grands engagements nationaux, enfin, internationaux et nationaux. Les objectifs de développement durable, je ne reviens pas dessus, mais voilà, il faut savoir qu'il y en a 17. Et quand on travaille un projet, il ne faut pas en écarter un seul. Certains peuvent avoir plus de poids dans le cadre de l'élaboration du projet, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette analyse multicritère sur les 17 ODD. Je vais passer là-dessus sur le Green Deal. En France, donc, on a eu toute une planification écologique qui a été faite en 2023 avec un tableau de bord qui présente, donc c'est France Nation Verte, derrière c'est le dispositif qui permet de développer les projets qui contribuent dans ce cadre. Et de l'argent a été fléché pour répondre à ces enjeux de transition. Et c'est la première fois qu'on a un plan de transition écologique. Donc, la France se prépare et se met en marche. Après, oui, ça ne va pas forcément au rythme auquel on voudrait que ça aille, mais ce qui est important, c'est de connaître ce plan-là parce que partout où que vous alliez travailler, dans une collectivité territoriale, chez un maître d'ouvrage privé ou public, tous vos projets seront guidés par ces grands enjeux. Et surtout les projets liés à l'eau. Quand on regarde les enjeux environnementaux, en fait, on regarde tous les enjeux environnementaux. Donc, je vous ai parlé des 17 ODD, et ça, c'est le panel des thématiques environnementales qu'on regarde au début de tout projet. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux environnementaux à analyser et à regarder, quel que soit le projet. On a le ministère de l'Environnement a fourni en fait ce qu'ils ont appelé une boussole de la transition écologique. C'est un outil pour les maîtres d'ouvrage pour se poser les bonnes questions au démarrage d'un projet. Et moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a 8 questions clés et qui finalement, si on se les pose très tôt dans le projet, donc ça, c'est ce qu'ils ont demandé pour conditionner des aides au développement de certains projets et à la validation de la mise en œuvre de certains projets. Le projet contribue-t-il à la diminution de la vulnérabilité aux risques? Donc tous les risques naturels donc, et liés au changement climatique. Le projet, donc c'est diminution du risque et diminution de la vulnérabilité. Le projet utilise-t-il des solutions fondées sur la nature? Donc c'est parce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que dans le projet, on a bien intégré des solutions fondées sur la nature? J'étais en discussion avec des assureurs, des banquiers, qui sont en train d'analyser leur portefeuille de clients et qui ne vont plus assurer, qui ne vont plus financer que les solutions fondées sur la nature, partant du principe que les autres solutions, ou les solutions plus anciennes ou qu'on faisait avant, ne sont plus durables, ne résisteront pas au nouveau monde dans lequel on va vivre, et donc ne seront plus ni assurables ni finançables. Et donc en fait, ils sont en train d'analyser leur portefeuille de clients, leur portefeuille de projets pour n'aller que vers ces projets-là. Le projet concourt-il dans sa conception, son fonctionnement, à la réduction des pressions exercées sur la biodiversité? Et là, on retrouve nos 5 facteurs de déclin du début, dont je vous disais que c'est fondamental de se poser les questions qu'on ne contribue pas au déclin de la biodiversité.
Le projet contribue-t-il à réduire l'artificialisation d'espaces naturels par le recyclage et ou la densification d'espaces déjà artificialisés? Donc c'est comment on essaye d'éviter, donc se mettre dans un endroit qui est déjà artificialisé, déjà construit et qu'on réaménage, plutôt que d'aller se mettre dans un endroit déjà naturel. Réduction des consommations d'énergie dans sa conception, mise en œuvre tout au long du cycle de vie. Recherche de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors vous voyez, par rapport à la vague du début, la question sur les GES, c'est la 6e question qu'on se pose, quoi, et pas la première du tout. Parce que c'est avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Si on a bien répondu à l'ensemble de ces questions, alors on a forcément un projet qui est moins émetteur de gaz à effet de serre. Ensuite, le projet contribue dans sa conception à la diminution des ressources, donc les ressources eau, minérales, organiques, ou à la prévention des déchets. J'aime bien rappeler qu'en matière de production des déchets, on est la seule espèce qui produit des déchets. Toutes les autres espèces sont débrouillées pour ne pas produire des déchets. Il n'y a que l'espèce humaine qui produit des déchets. Voilà, c'est le petit instant philo. Vous réfléchirez à ça plus tard. Et si le projet s'inscrit dans une démarche de lutte contre les pollutions, air, eau, sol, milieu. Voilà, donc ça c'est pas mal. On a certains projets où on travaille avec des étudiants et on leur demande de se poser ces questions-là. Et on voit que quand on se pose ces 8 questions-là sur un projet, on a vraiment une approche très différente. Après, quand on parle de dossiers réglementaires, vous avez déjà vu des dossiers réglementaires environnementaux? J'ai entendu parler des dossiers d'autorisation, etc. Il faut savoir que c'est juste la traduction, la démonstration de toutes ces analyses et toutes ces questions dont je vous ai parlé avant. C'est-à-dire qu'on s'est posé toutes les questions, on a regardé tous les enjeux environnementaux, on a regardé comment optimiser le projet, et le dossier réglementaire, c'est la démonstration et la réponse et l'argumentaire qu'on s'est posé les bonnes questions, on a fait tout ce qu'on pouvait pour éviter, tout ce qu'on pouvait pour réduire, et que donc on propose le meilleur projet qui a le moins d'impact environnemental, voire même des impacts positifs sur les milieux. Et donc, c'est une démarche itérative, comme je vous disais au début. Le processus d'évaluation environnementale, il est long, il prend du temps et il y a beaucoup d'étapes. Et donc, c'est important de savoir que tout ce dont je vous ai parlé avant, dans le petit labyrinthe, là, c'est vraiment au début qu'on se pose ces questions-là. Parce qu'une fois qu'on arrive à la proposition et à la rédaction du dossier, c'est-à-dire par ici, on ne peut plus bouger grand-chose après sur la conception. Les bonnes questions, la façon d'orienter le projet, c'est vraiment sur l'amont qu'il faut se les poser. Et donc, quand on voyait tout à l'heure combien de temps prend un projet et que oui, ça peut s'étaler sur 10, 20 ans, il faut arriver à re-questionner ces questions-là qui se sont posées tout au début du projet, parce que c'est là où on va pouvoir influer sur le sujet. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'idée, la définition du programme, la conception, les travaux, l'exploitation qu'on va avoir après, et la déconstruction à la fin de vie du projet, ces étapes-là, elles peuvent être très variables. Et c'est important, on ne va pas concevoir un ouvrage qui est fait pour durer 5 ans comme un ouvrage qui va avoir une durabilité de 50 ans. Voilà, parce que du coup, le cycle de vie n'est pas le même, les impacts ne sont pas les mêmes, et on peut avoir très peu d'impact en conception et beaucoup d'impact en exploitation. Parce que si on conçoit quelque chose qui consomme beaucoup de ressources, par exemple, on a travaillé sur il y a eu un projet plutôt qui est à Gardanne, il y avait un ancien site minier et ils ont reconverti en une centrale à bois. Super, il y avait une ancienne usine à charbon et on la transforme en usine à bois. Sur le principe, on peut se dire super. Sauf que l'autorisation environnementale, elle a été refusée parce que l'objet de l'usine telle qu'elle a été reconvertie, il n'y avait pas le gisement de bois suffisant localement dans le sud-est de la France pour l'alimenter. Il fallait importer et faire venir du bois pour faire tourner la centrale. Mais en fait, tout faux, quoi, parce que oui, l'idée était bonne au départ, mais en fait, dans la définition du programme et dans la conception, il n'y avait pas les ressources suffisantes. Et ce qu'on a vu là, c'est que si on surexploite et qu'on fait venir des ressources de perpète pour faire tourner l'outil, ça ne va pas du tout. Et du coup, en exploitation, l'exploitation était négative, puisqu'en fait, on consommait du bois qui lui-même se déplaçait, donc le bilan n'était pas positif. Même si, en théorie, on pouvait s'imaginer qu'une centrale bois, c'était mieux qu'une centrale à charbon.
ce qui est important de comprendre, c'est que dans un projet, si on regarde la commande publique, il y a beaucoup d'acteurs différents. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui est le donneur d'ordre. Lui, il a un besoin, des objectifs, mais il ne sait pas forcément comment faire. Comment faire? Il va s'adresser à un maître d'œuvre qui va avoir les compétences pour analyser le besoin et concevoir le meilleur projet qui réponde à ses attentes. Les entreprises de travaux, elles, on va leur donner un cadre et leur demander de faire au mieux ce qui a été pensé avant. Faut-il encore leur donner les moyens de réaliser correctement les choses et d'avoir pensé, quand on parle béton barre carbone ou quand on parle solutions fondées sur la nature avec de l'éco-conception, de la végétalisation, encore faut-il l'avoir pensé, conçu, intégré au projet. Ça ne peut pas arriver en fin de... Et puis après, il y a tout un tas d'autres acteurs techniques, les services de l'État, les associations de défense de l'environnement, les collectivités territoriales, les riverains et les usagers, parce qu'à un moment, il faut aussi que l'aménagement soit utile et convienne aux usagers finaux. Voilà, donc c'était pour voir d'une partie, toute la partie sur les fondamentaux, et puis après sur comment ça s'organise, sur la partie méthodologique de qu'est-ce qu'on regarde quand et comment ça se fait dans le cadre des projets. Ce que je voulais, c'était prendre les dernières minutes là, pour vous présenter deux types de projets. Le premier projet que je vais vous parler, c'est un boulevard à Miramas. Alors, Miramas, c'est dans le sud-est, à côté de l'étang de Berre. Alors, c'est un projet, en fait, pour lequel on avait une requalification de boulevard urbain. Et donc, la question, c'était, je vais vous le mettre peut-être sur le slide suivant, c'est, voilà, on a la ville ici, il y a une nouvelle ZAC qui est créée là, et on a ce grand boulevard ici à requalifier. Donc le projet initial, c'est, vous voyez, c'est un alignement d'arbres. Il y a 2 voies de chaque côté, là, 2 fois 2 voies de chaque côté. Et la question, c'est comment réaménager ce boulevard d'entrée de ville. Ils avaient demandé de supprimer une voie de circulation, en se disant que ça pouvait passer à 2 fois une voie. Ils voulaient créer des trottoirs confortables. Et dans la commande initiale, ils demandaient à supprimer l'alignement de pins au milieu, mais en replantant et en créant largement. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment, sur un projet comme ça initial, où on peut se dire, bon, c'est quand même vertueux, c'est-à-dire qu'on veut refaire un boulevard et on veut très largement végétaliser. Mais en fait, ce projet-là, tel qu'il avait été pensé initialement, il est à impact global négatif. Et ce qui a été travaillé par l'équipe qui a travaillé sur le projet, c'est comment garder le même objectif et faire la même réponse, mais avec un bilan positif. Et donc la spécificité, c'est ce que vous voyez, c'est le avant, 2 fois 2 voies de chaque côté, l'alignement de pins, les habitations à droite, à gauche. Et ce qui a été proposé, c'est de conserver, c'est vraiment ce qui a fait toute la spécificité du projet, c'est-à-dire au lieu d'enlever l'alignement d'arbres au milieu, d'enlever les voiries et de tout recréer avec 2 trottoirs latéraux et 2 espaces végétalisés latéraux, c'est de conserver, donc c'est le côté éviter, conserver la voirie 2 fois 2 voies, donc on ne touche à rien, on garde ce qui existe déjà, et de conserver l'alignement d'arbres, et d'entièrement enlever et désimperméabiliser toute cette voirie ici, là, à gauche, pour créer un espace plus large, entièrement végétalisé et du coup beaucoup plus fonctionnel d'un point de vue hydraulique, d'un point de vue espèce végétale, puisqu'on peut, quand on a des petits espaces, strate arborée, tout ça c'est beaucoup moins fonctionnel. Et donc ce qu'on voit, c'est que on arrive à créer un véritable parc urbain longitudinal. Donc vous voyez là où on peut avoir des espaces ludiques, des plantations variées. Et on peut améliorer sur beaucoup de leviers environnementaux. Donc, quand on a de la place et quand on conçoit ce projet en regardant l'ensemble des enjeux, on peut désimperméabiliser beaucoup. On peut avoir de la gestion alternative des eaux pluviales. Ça, c'est quand on fait les noues, les jardins de pluie, etc. Donc, c'est réutiliser toute l'eau possible sur le... On peut favoriser la biodiversité urbaine parce qu'on a de la place et du coup, on peut concevoir un véritable espace urbain. On peut réutiliser des matériaux pour tous les mobiliers urbains. Donc là, c'est ce qui a été fait. Réutiliser tous les matériaux de déconstruction pour la construction. Donc, économie circulaire, on garde sur place.
Adaptation au changement climatique, vous allez voir notamment parce que le fait qu'on produit moins de gaz à effet de serre, puisqu'on consomme moins de ressources et on dépense moins d'énergie. Et puis, il y a un aspect mobilité douce qui a été intégré. Donc, vous voyez, l'alignement de pas a été conservé. Là, c'est le avant-après. Vous voyez le fait qu'on a des espaces beaucoup plus végétalisés et beaucoup moins minéraux. Ça, c'est tout l'aspect désimperméabilisation, végétalisation, où on voit qu'on a des espaces largement végétalisés et perméables. Et ça permet d'avoir aussi des espaces publics et de loisirs. Quand on est dans le sud, avoir de la place pour des endroits où on peut avoir de l'eau, c'est fortement appréciable l'été. Et ça, c'est que de l'eau de récupération qui est stockée parce qu'il y a des réservoirs dessous qui permettent de récupérer l'eau de pluie. Donc, s'il n'y a pas d'eau de pluie, ça ne fonctionne pas, quoi. Et puis des espaces de loisirs, etc., qu'on n'aurait jamais pu faire sur les petits trottoirs latéraux, là. Et puis on voit qu'en termes de diagnostic thermique, dès le début, on gagne 6 degrés, moins 6 degrés en température sur les trottoirs, juste avec le fait d'avoir conservé et de rajouter la végétation. En termes de cadre de vie, on a des retours très positifs des riverains. Nette amélioration sur la vie sociale et la biodiversité. Donc on voit que quand en fait on agit sur la biodiversité, en fait on améliore aussi le cadre de vie. Où les riverains trouvent que c'est beau, ça change. Je viens ici pour profiter des bancs à l'ombre. Et du coup, d'un usage qui était fonctionnel, un boulevard urbain pour se déplacer, on se retrouve avec un parc longitudinal qui sert à beaucoup plus que se déplacer d'un point A à un point B. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est comment on a su conserver la question initiale, requalifier un boulevard urbain, mais ne pas rester bloqué dans l'idée initiale qu'il y avait, réanalyser tous les enjeux, etc. Et ça a été fait dans le cadre du marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé ni les règles du jeu. Hein. C'est même équipe, même marché public, on n'a pas... Il n'y a pas eu de chaise renversée sur ce sujet-là. Par contre, dans le projet, tout a été repensé différemment pour concevoir un projet totalement différent de ce qui était initialement pensé. Et du coup, là, on a des effets positifs très forts. Et du coup, ce projet a été cité et reconnu comme un projet exemplaire en matière d'eau, la gestion des eaux, biodiversité, et a reçu tout un tas de prix divers et variés. Et du coup, on l'utilise beaucoup parce que ça permet de montrer que c'est faisable avec une même question projet, un projet vieux de peut-être 20 ans et qui n'avait pas été fait, de le faire différemment et positivement, sans changer le cadre. Et le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est même chose, mais là pour des digues. Donc, c'est larves à Maglan, des problèmes de submersion et d'inondation. Inondation plutôt que submersion, d'ailleurs. Donc là, on avait un enjeu de protection contre les inondations avec de requalification de digues. Donc, on pensait que c'est très construction et très béton. Et là, l'équipe a repensé les choses complètement différemment. Évitement, c'était ne pas intervenir sur les digues existantes, donc conserver au maximum les digues existantes. Réduire la hauteur des digues, donc comment faire en sorte, avec les calculs hydrauliques, d'avoir des digues les plus petites possibles. Ne pas intervenir sur les secteurs sensibles, toujours l'évitement. On ne va pas là où ça pose problème pour les milieux naturels. Changer le calendrier des travaux et penser comment utiliser les matériaux sur place. Sur ce projet-là, par exemple, la carrière, elle était à 60 km. 60 km, c'est autant de camions et de travers, etc., d'aller-retour qu'il faut faire. Et là, ils ont repensé tout le projet pour utiliser les matériaux en place. Donc, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure sur le méandrage et l'élargissement du cours d'eau. En fait, ils ont pensé à faire des zones d'expansion de crues, donc laisser plus de place au cours d'eau pour s'étendre. Du coup, enlever certains endroits des matériaux pour abaisser le fond du lit du cours d'eau. Et ces matériaux-là ont été utilisés pour conforter les berges à côté. Voilà. Et donc, cette réflexion sur les matériaux, réduction de la hauteur des digues, c'est moins de matériaux. Quand on fait du génie végétal, au lieu de faire des digues béton, on réduit fortement les impacts. Du coup, la seule compensation qu'il y a eu, c'était de la restauration de zones humides quand on crée des milieux sur les côtés.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on se retrouve avec une solution fondée sur la nature. C'est l'archétype de la solution fondée sur la nature, parce que ça permet, quand on a moins de matériaux, moins de transport, moins de GES, on atténue le changement climatique. Ça répond bien à un défi de société, c'est-à-dire la réduction du risque naturel inondation, puisque c'est bien la solution qu'on propose. Le volume financier est équivalent et on a une activité plutôt locale que si on avait fait appel à la carrière à 60 km. On restaure un milieu naturel, on permet un accès aux berges et une promenade, on fait de la végétalisation. Bref, c'est positif pour tout ce qui est santé humaine. Pas de lien avec la sécurité alimentaire. Par contre, on préserve la biodiversité et on restaure des milieux naturels. Voilà, et là, donc, ça vous montre que ces solutions de génie végétal avant-après, après crue, on arrive à avoir un milieu naturel qui est complètement différent, mais où il n'y a pas eu les débordements qu'on aurait pu connaître les années précédentes. Et donc, le génie végétal, donc à gauche, vous avez des aménagements anciens, on va dire. Et les aménagements végétaux, quand ils viennent d'être faits, ça ressemble à ça. Et là, vous voyez, mai 2012, septembre 2012, donc 6 mois. Et on a déjà un aspect visuel qui est déjà très naturel. Donc, c'est rapide, en fait, comme la prise végétale. Voilà, c'était le panorama entre les notions générales, les grands principes sur les dossiers, sur les projets, et puis 2 exemples sur un boulevard urbain et sur un cours d'eau. Peut-être, moi je vais commencer par vous poser des questions sur les notions. Quelle est la notion que vous ne connaissiez pas et qui vous a surpris? C'est le côté rapport d'étonnement. Le plus dur, c'est le premier. Bah ouais, allez-y. Tout le monde n'a pas levé la main pour dire je connaissais ce concept. Donc, il y a forcément... Ouais, vas-y. Ouais, donc éviter, réduire, compenser. Ouais, qu'est-ce qui t'a surpris là-dessus? Ouais, ok. Du coup, l'enchaînement de la doctrine, ça te parle, ça te... Ok. Ça te semble... Okay. Oui. Ça m'a surprise aussi parce que j'ai trouvé ça très poussé. Enfin, c'est vraiment, il y a une option assez radicale, arrêter le projet. Et du coup, je voulais savoir à quel point ce genre de mesure est vraiment adopté. Par exemple, est-ce que ça arrive vraiment qu'une entreprise se dise notre projet sur lequel on a passé tellement de temps ne sert plus à rien ou alors a trop d'impacts environnementaux, donc on l'arrête complètement? C'est en fait la bonne analyse des enjeux. C'est-à-dire que souvent, c'est bien le problème, c'est-à-dire que chacun se dit à son niveau que c'est trop engagé, c'est trop avancé, et que donc, oui, c'est plus facile pour chacun de continuer dans le petit cadre qui lui a été donné et d'avancer comme le précédent avait dit qu'il fallait faire et de surtout pas regarder sur les côtés, etc. Donc oui, c'est difficile, sinon on le ferait. Et on ferait que des projets soutenables, durables, etc. Donc, oui, c'est difficile. Par contre, ce que je vous ai présenté là, c'est les clés pour se poser les bonnes questions et les poser aux bonnes personnes et au bon moment. Et il n'y a pas de projet infaisable. On peut toujours re-questionner le sujet. Parce que souvent, on ne regarde pas l'analyse du cycle de vie complet. Et donc, on n'a pas re-questionné soit le besoin, soit la conception, soit l'exploitation. Et donc, à tout moment, on peut se reposer la question sur chacun. Et les exemples récents qui ont un peu défrayé la chronique entre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou l'autoroute la 69, c'est des projets qui ont été conçus, pensés, etc. et pour lesquels il a été très difficile de revenir en arrière et ou de se reposer les questions sur les fondamentaux du début. Parce que ça voulait dire aussi réinvestir pour refaire toutes les études et toutes les questions, et puis ça prend du temps, et puis il faut re-questionner tous les acteurs. Donc c'est ça qui est
compliqué, mais mieux on connaît le process, mieux on sait les questions qu'il faut se poser, mieux on peut re-questionner, puis les acteurs changent aussi, hein. Et donc ceux qui ont pris des décisions précédemment, il y en a des nouveaux qui arrivent, et les nouveaux qui arrivent, des fois, regardent les choses différemment. Et s'ils n'ont pas la capacité à avoir une exploitation soutenable de l'ouvrage, par exemple, ils vont pouvoir dire non, moi je ne fais pas ou je ne fais plus cet ouvrage-là comme ça, parce que par exemple la digue, si on ne trouve plus d'assureurs ou si on ne trouve plus de financeurs pour financer le projet, c'est plus le bon projet, parce qu'il va falloir aller vers des techniques plus végétales qui, elles, vont être assurables et finançables. D'autres questions sur la... Oui. Oui. En fait, cette doctrine ERC, elle est inscrite dans la loi, donc dans le Code de l'environnement. Et c'est obligatoire dans un projet d'analyser les enjeux, de proposer des mesures environnementales et que ces mesures environnementales soient détaillées. On doit détailler toutes les mesures d'évitement. On doit même présenter toutes les solutions qui ont été écartées. Alors ça, c'était un petit peu le paragraphe en bas à droite à la fin du dossier avant. Et maintenant, c'est presque ce qui est le plus regardé, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les solutions qui étaient possibles et qu'on a écartées parce qu'elles n'étaient pas durables, elles n'étaient pas soutenables. Et on dit, ça, on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. Ça, on aurait pu le faire, mais on n'a pas le fait. Et ce qu'on vous propose dans ce dossier-là, c'est ça. Et après, on détaille toutes les mesures d'évitement qu'on met en place, toutes les mesures de réduction, éventuellement les mesures de compensation. Mais vous avez bien compris que si on met des mesures de compensation, c'est que ce n'est pas tout à fait un bon projet. Oui. Moi, c'était plutôt par rapport à la mise en place des projets. Est-ce que vous avez constaté, dans le contexte économique actuel où tout est plus crispé, où on a du mal à avoir une réelle visibilité, est-ce que vous avez constaté que certains projets avaient été mis à l'arrêt parce que c'est des projets qui sont, comme vous l'avez évoqué, qui sont longs sur la durée et qu'on vous a dit, là, on n'a pas assez de visibilité dans l'avenir et qu'on ne peut pas réellement les mettre en place, ou alors on va choisir quelque chose qui se fait beaucoup plus rapidement au risque de justement mal évaluer les besoins et que ce projet-là, finalement, loupe le coche. Ouais. Alors, c'est ce qui... en fait, c'est pour ça qu'il y a une loi industrie verte là, qui a été sortie. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que notre système de droit français, avec son code de l'environnement qui est haut comme ça, et les dossiers réglementaires, tout ce qu'on veut, etc., permettait de se poser les bonnes questions et de prendre les bons dossiers, mais du coup était très très long en termes d'études, d'instructions, et même pour des projets d'énergie renouvelable, donc qui allaient dans le bon sens, ou de projets vertueux, donc de projets verts, entre guillemets, les procédures étaient très très longues et très complexes. Et donc, justement, cette loi industrie verte, elle vise à ça, c'est-à-dire à simplifier ou à améliorer pour arriver à accélérer quand on est sur un projet dont la finalité est vertueuse et dont on a bien analysé tous les enjeux et que le bénéfice global est positif, on arrive à les sortir plus vite, parce que si en plus on met du temps... Et pour pouvoir aller vite dans les projets, c'est l'enchaînement des prises de décision. Et donc tu as vu qu'il y a tout un cheminement, il y a tout un tas d'acteurs. Et plus ton projet il est pensé, il est construit, qu'on est d'accord sur les enjeux initiaux et sur le fait que la solution est vertueuse, plus tu vas arriver à convaincre à chaque étape. Et donc tu vas arriver à accélérer la démarche du projet. Donc bien comprendre tout l'enchaînement, les acteurs et qui décide quoi à quel moment. Et là, hop, 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 ça accrante. Sur... Oui. Merci pour la présentation, qui était vraiment excellente. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une attente de commentaires. C'est par rapport aux solutions fondées sur la nature. Est-ce que, par exemple, vous considéreriez que l'introduction d'une espèce animale qui tuerait des insectes invasifs serait considérée comme une solution fondée sur la nature? Parce que je sais que, historiquement, pour éviter, par exemple, l'utilisation de pesticides chlorés, du DDT, etc., on a utilisé ce genre de technique, mais des fois, c'est un peu hasardeux. Voilà, oui. Alors, c'est toujours se placer dans le cadre de la partie, toujours de l'histoire de la doctrine ERC. C'est-à-dire qu'avant de penser à la solution d'éradication, etc., il faut toujours penser à l'évitement. C'est-à-dire comment on ferme le robinet.
Et donc plutôt se poser la question de l'espèce en question, pourquoi elle est là, d'où elle vient et qu'est-ce qui fait qu'elle arrive là où elle est, quoi. Et donc en fait, il va falloir plus mettre d'énergie sur les causes, c'est-à-dire comment cette espèce arrive. Alors je ne sais pas si c'est une espèce de, par exemple, je ne sais pas si on prend les tortues. Et ben, pourquoi est-ce qu'il y a des tortues de Floride qui se retrouvent dans les cours d'eau? Parce que les gens achètent des tortues, voilà, s'en servent 6 mois, et puis ils en ont, voilà, les gamins ne veulent plus s'en occuper. Et donc du coup, on ne sait pas quoi en faire, on le remet dans un milieu naturel. Et en fait, il vaut mieux travailler avec les jardineries et dire que l'espèce, elle revient à la jardinerie et pas dans le milieu naturel, et que quand la personne l'achète, on lui dit non, mais tu la ramènes là, tu ne vas pas la remettre dans le cours d'eau. Ça, tu fermes le robinet d'une espèce exotique qui peut être envahissante et très problématique. C'est la même chose après pour des restaurateurs, par exemple, qui ont utilisé des écrevisses et puis du coup, qui ont complètement envahi des marais là, du côté de Nantes. Voilà, donc ça partait pas d'une mauvaise intention au début, mais des fois, ça prend des proportions. Et donc, le plus important, c'est d'abord de fermer le robinet. Et c'est le plus dur parce qu'il faut trouver toute la chaîne et comment fermer le robinet. Après, il y a les mesures de réduction, c'est-à-dire comment on va faire pour contraindre cette espèce, etc. Et la solution d'introduire d'autres espèces pour la pousser, reprendre la place et faire en sorte que cette espèce-là arrive, oui, c'est une solution, mais ça vient à la fin. Tu vois, c'est presque la mesure de compensation ou d'accompagnement. Mais ça ne va pas fonctionner tant que tu n'as pas fait le reste, quoi. Si tu ne fermes pas le robinet, à mettre le bout de scotch à chaque fois sur le robinet, ça ne marche pas. Justement, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, sur les mesures compensatoires. Quelles sont les étapes de suivi pour réellement quantifier l'effet de ces mesures compensatoires et à quel point ça a pu améliorer sur l'endroit et si ça a réellement pu compenser tout ce qu'on a pu perdre? C'est bien le problème en fait, c'est que ces mesures compensatoires, en fait, quand tu fais le dossier réglementaire, c'est obligatoire. Donc en fait, tu dois détailler dans le projet qu'est-ce que tu vas faire. Par exemple, si tu empiètes sur une zone humide, tu vas devoir dire comment tu recrées une zone humide. Et normalement, ça doit être proche de l'endroit où tu as créé le dommage, les mêmes espèces, le même milieu, etc. Et puis il y a des études qui sont faites pour qualifier le besoin. Plus c'est sensible, plus c'est rare, plus il va falloir compenser x2, x3, x10. Parce que si l'espèce est très rare et que replanter tel type de plante ou réintroduire tel type de libellule, tu n'es pas très sûr de la reproduction ni de tes boutures. Donc il y a des spécialistes qui analysent la capacité de recolonisation du milieu ou de restauration. Et des fois, donc c'est x1, x2, x3, x10 en termes de surface ou de type d'espèce, etc. Et après, il y a des plans de gestion qui sont obligatoires, qui sont associés à ces mesures compensatoires. Et le maître d'ouvrage doit inscrire dans le dossier réglementaire qu'il va bien y avoir des travaux de réaliser, un gestionnaire, un suivi des milieux et une preuve apportée au service de l'État que ce qui a été autorisé a été effectivement fait. Et que ça apporte les bénéfices et qu'on a bien la compensation et l'équilibre par rapport au début. Sauf que jusqu'à présent, les moyens qui étaient mis étaient un peu yaka faucon, voilà. Et la police du droit de l'environnement n'était pas suffisante. Donc ça a été très largement augmenté récemment. Donc c'est de plus en plus contrôlé. Mais les études qui ont été faites là, sur les 10 dernières années, c'est ce que je vous disais, montrent que la compensation, les mesures de compensation, n'ont pas permis d'atteindre l'objectif fixé, quoi. C'est-à-dire que pour le moment, tout ce qu'on a fait ne permet pas de juste compenser, quoi. Ça ne l'atteint pas. Donc ça veut dire qu'il faut, si compensation il y a, compenser beaucoup plus, parce que là, ce qu'on a mis en œuvre, on n'a pas une recolonisation de milieu suffisante, quoi, une restauration suffisante. Donc c'est pour ça que, vu que ça coûte de l'argent dans le projet et que c'est complexe à mettre en place, il vaut mieux mettre des efforts sur, et c'est pas sûr, et c'est décalé dans le temps. Et pour le moment, on a montré que ce n'était pas très efficace. Donc il vaut mieux mettre de l'énergie sur comment éviter et comment réduire pour ne pas avoir à compenser. Parce que ça, c'est sûr. On l'analyse et on est sûr de l'avoir fait et de l'intégrer au projet. Oui. J'ai également une question sur les solutions fondées sur la nature. Et ça serait pour connaître un petit peu votre point de vue et par rapport à votre expérience professionnelle. Je voudrais savoir si, d'après vous,
on arrive vraiment à mettre en place des solutions qui laissent la nature exercer ses processus vraiment naturels et qui redonnent, on va dire, sa liberté à la nature dans des espaces plutôt urbains ou périurbains, ou est-ce que ça reste toujours des solutions qui sont fondées sur la nature mais qui sont organisées et régulées par l'homme? Enfin, je pense par exemple à des zones humides qui sont recréées, mais dans lesquelles on va aussi créer des chemins pour que les familles puissent venir se promener et donc elles finissent par être polluées aussi. Est-ce qu'on arrive vraiment à mettre en place des solutions qui, oui, qui laissent vraiment la nature Alors, bah, c'est la différence. Vous irez voir quand on parle de nature en ville. Là, je vous ai montré le schéma sur la nature en ville. Ça, c'est voilà, on réintroduit de la nature en ville. C'est bénéfique pour les écosystèmes, etc. Mais c'est de la nature en ville. Quand on parle de solutions fondées sur la nature, je ne vous ai pas mis, mais il y a une petite slide, puis il y a des explications. Enfin, il y a un guide de l'UICN très détaillé. Des solutions sur la nature pour qu'elles soient pérennes, effectivement efficaces, et qu'elles ne soient pas sous une tutelle ou avec une béquille humaine qui intervient régulièrement pour les suivre et les mettre en place. En fait, il y a tout un tas d'étapes et de façons de concevoir l'aménagement qui sont bien spécifiques. Notamment le fait que ce soit co-construit avec les différents acteurs, que dans la durée, on soit sûr que on ne va pas rebouger le foncier, on ne va pas aller intervenir, s'il y a un entretien ou un suivi à faire qui soit effectivement fait, etc. Donc oui, c'est faisable, mais ça se pense, ça se conçoit et ça se prévoit dans la durée en fait. Voilà. D'où le besoin de l'analyser très en amont. Mais oui, c'est faisable. C'est faisable. Après, on a un retour d'expérience qui est assez court. Alors c'est pour ça que voilà, on a plutôt parlé d'éco-conception ou de génie écologique au début. Après, en milieu urbain, on a parlé de solutions de nature en ville. Et les solutions fondées sur la nature, celles qui sont vraiment résilientes, c'est celles qui permettent de suivre l'ensemble de ces critères. Oui. Ou est-ce qu'elles peuvent faire que des projets où elles vont compenser sans limite? Alors, ça n'est pas possible de faire un... Enfin, il n'y a pas de... Si on prend un projet, qu'il soit public ou privé, ça n'est pas possible de déposer un projet où on a 100% de compensation. Voilà. Donc ça n'existe pas. Ça n'est pas possible, ça n'est pas autorisable. Et donc, ne sont autorisés. Donc, quand on fait un dossier réglementaire, il y a tout un tas de critères. Je ne vous ai pas détaillé, mais tous les analyses d'études d'impact, d'évaluation environnementale, etc., font analyser chacun des enjeux. Et donc, ce que je vous disais, il faut démontrer qu'on a étudié toutes les solutions possibles et on ne peut pas faire les autres solutions. Ça, c'est tout un chapitre déjà. Voilà. Il faut montrer que l'impact du projet, qu'on n'a pas saucissonné non plus. Par exemple, que dans une zone d'activité ou un projet industriel, on ne dépose pas, hop, le petit projet là cette année, puis hop, celui d'à côté, juste à côté, l'année d'après, hop, puis le petit dernier à côté. Et en fait, finalement, on est en train de construire un gros projet, mais on l'a présenté un petit morceau. Ça, c'est pas possible non plus. Et ensuite, on doit présenter toutes les mesures d'évitement, toutes les mesures de réduction, et on doit démontrer que ce qu'on propose comme mesure de compensation, c'est sûr, ça va être fait, c'est financé, c'est intégré au projet, pour que tout le reste soit autorisé. Donc le droit là-dessus, il est quand même assez fort. Alors par contre, peut-être qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que quand je vous disais les facteurs du déclin, c'est l'artificialisation et la modification des sols. D'après vous, dans les activités humaines, c'est quoi le plus gros sujet? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est les infrastructures routières? Est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce que c'est... vous avez une idée un petit peu du plus gros impact? En fait, le plus gros impact, là où on s'est le plus étalé, c'est l'habitat pavillonnaire. Et donc, il n'y a pas d'autorisation environnementale pour construire sa maison dans un petit pavillon de banlieue. Ou voilà. Et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est l'échelle des projets, c'est-à-dire que les gros projets structurants, polluants, etc., ils sont regardés et ils passent par le biais des autorisations environnementales, etc. Tout ce qui est ICPE, installation classée pour l'environnement, tout ce qui est...
Et donc, on arrive à les contraindre et à les réduire. Mais en fait, ne passe pas à la maille de l'analyse tout un tas d'opérations d'aménagement, dont notamment tout l'aménagement du territoire au sens large et l'habitat, qui est pensé de façon globale, mais pour lequel il n'y a pas le zéro artificialisation net. Il est vraiment pour ça, c'est pour arrêter de s'étaler, notamment pour cette partie d'étalement urbain où c'est des petits permis de construire, petit bout par petit bout, qui sont déposés. Chacun dit, mais regardez, moi je fais tout petit, puis je n'imperméabilise pas trop, et puis je fais... Mais non, finalement, tout mis bout à bout, c'est ce qui fait le plus gros des impacts, quoi. Bonsoir. Moi, je me demandais justement à quel point est-ce que vous êtes influent dans le maillage en France par rapport à cette question-là. Est-ce que vous avez un rôle de régulation? Parce que en tant que Suez Consulting, j'ai l'impression que ça concerne tout le monde, mais vous êtes une entreprise privée, donc c'est pour savoir comment est-ce que vous vous placez. Et bien justement, alors là, je vais prendre ma casquette de RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Et moi, je coordonne les activités environnement aussi. Donc il se trouve que j'ai plus une fibre environnementale, mais aussi beaucoup une fibre sociale. Donc ça, c'est aussi on va dire l'ADN de l'entreprise, ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait, qui on est, à quoi on sert. Donc par exemple, nous, dans notre entreprise, on a travaillé il y a de ça presque maintenant 7 ou 8 ans, notre mission. Qu'est-ce qu'on est, à quoi on sert? C'est quoi une société d'ingénierie? À quoi ça sert? Et avec les collaborateurs et toute l'entreprise, on a requalifié notre mission en disant, voilà, nous, on veut intervenir sur les territoires pour des projets qui soient soutenables, durables et qui soient à impact socio-environnemental net, positif. Chaque mot compte. Autant vous dire qu'on a débattu pour arriver à mettre social, environnemental, net et positif. Mais ça prend du temps. Et après, il faut que ce soit co-construit, que tout le monde adhère et qu'on se dise, voilà, nous, dans notre entreprise, voilà ce qu'on veut faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on arrive à le faire, mais au moins, on se fixe l'objectif. Et après, on met en place les moyens. Et ça, c'est important parce que c'est la conviction générale, la volonté de l'entreprise, à quoi on veut servir. Et après, il faut, dans chaque maillon de l'entreprise et dans tous les systèmes de décision, se dire que ça, c'est la mission de l'entreprise, qu'après, on va avoir dans les process, on a mis en place, par exemple, une grille d'évaluation des projets au regard des objectifs de développement durable, qui permet de dire, quand on décide de répondre ou pas à un appel d'offres, est-ce qu'on va aller sur tel ou tel projet au regard de l'atteinte de ces objectifs. Et donc, d'être sélectif et d'aller, voilà, comme tout le monde, il y a des fois, on a plusieurs consultations en même temps. Et on va choisir celle qui va aller vers un projet à impact positif. On nous donne les moyens d'aller vers un sujet positif. Et donc ça permet, ça c'est dans les processus de décision. Et après, il faut donner les moyens aux ingénieurs qui travaillent dans l'entreprise d'avoir les éléments de connaissance. Donc ça, c'est des formations, d'avoir les gens compétents dans chacun des domaines et de leur dire, voilà, tu vas te poser les bonnes questions au démarrage de ton projet. Donc on intègre dans nos analyses de risque, dans nos conceptions au démarrage de projet, de toutes les questions qu'on se pose, toutes ces questions-là, et leur dire de se poser ces bonnes questions-là, de retourner voir leur maître d'ouvrage et donc d'aller voir leur directeur en disant « Viens avec moi parce qu'on va retourner voir le client et lui dire que ce qu'il avait imaginé, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faudrait faire et qu'on a des solutions à lui proposer. » Et que du coup, on ait la conviction, l'envie, les compétences, les solutions à proposer. Mais ça, du coup, ça se construit, ça prend du temps. Et puis, il faut à chaque moment se dire que, voilà, on s'est posé les bonnes questions, on peut proposer des solutions et on y va avec les bonnes expertises, la personne décisionnaire pour aller influer la prise de décision et l'orienter différemment. J'ai deux questions. C'est sur la police environnementale. C'est qui? C'est quoi? C'est géré comment? Il y a combien de personnes? Vous avez peut-être entendu parler de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc qui regroupe maintenant différentes entités qui étaient la protection et la surveillance des rivières, des forêts, des milieux naturels, la police de l'eau, etc. Et donc, du coup, les moyens, et ce que je vous disais, les lois ont évolué.
et notamment avec la loi biodiversité, avec la loi climat et résilience, et donc il y avait le droit de l'environnement était déjà très cadré, et il y avait des pénalités et des amendes pour non-respect du droit de l'environnement qui étaient déjà existantes, avec des peines de prison aussi qui étaient associées, mais qui ont été très largement augmentées ces 5 dernières années. Et les pouvoirs de police ont été très largement renforcés aussi. Et donc du coup, on se retrouve, il y a le délit d'écocide par exemple qui a été intégré, c'est-à-dire le fait que détruire un milieu naturel, c'était un écocide. La notion n'existait pas avant. Homicide, ça existait. Écocide, ça n'existait pas dans le droit. Donc en fait, s'il n'y avait pas des associations de l'environnement ou pour défendre le milieu naturel, il n'y avait pas de... Donc le fondement juridique a été introduit. Et du coup, tout ça fait qu'on a beaucoup plus de moyens. Les moyens de contrôle et de suivi sont renforcés. Les pénalités sont plus importantes et les peines sont plus importantes. Et c'est ce qui fait que ça coince aussi actuellement avec l'OFB, c'est que ceux qui avaient peu de moyens pour faire et les peines étaient peu visibles, maintenant ça devient plus fort et plus visible. Et donc du coup, ça coince un peu plus parce que certaines activités qui passaient dans les mailles du filet ne peuvent plus le faire. Et donc du coup, c'est ce qui crée cette tension qu'on a actuellement là sur les agents de l'OFB qui sont du coup pris à partie alors qu'ils ne font que appliquer et faire respecter la police de l'environnement qui jusqu'à présent était moins bien lotie que la police en général. Et je me posais une autre question, quand on applique éviter, réduire, compenser, c'est sur un projet initial. Alors, et ce projet initial, si on le fait très pourri, on va réduire beaucoup, on va éviter beaucoup. Comment on définit le projet initial en fait? C'est toute la problématique, c'est que le projet initial, des fois c'est l'idée d'une personne, des fois c'est un projet d'un territoire, des fois c'est un besoin d'un industriel, et que comme tout, ça se re-questionne. Et que du coup, le projet d'un industriel peut être le bon, mais c'est peut-être pas du tout le bon endroit où il veut le faire. Son projet est peut-être très bien, il peut être tout à fait optimisé, mais l'endroit où il a choisi de le faire, ça fait trop d'impact sur le milieu. Tout milieu ne peut pas, un milieu très sensible va tolérer un rejet très faible. Du coup, s'il a un fort rejet, il faut qu'il aille à un endroit où il peut avoir ce rejet-là sans polluer. Voilà. Donc tout dépend aussi de... Et donc il n'y a pas de... En fait, la séquence ERC, ce qu'on a vu c'est une boucle positive et rétroactive et positive où il faut se reposer les questions et re-questionner jusqu'à trouver la meilleure solution. Et c'est souvent aussi plusieurs acteurs. C'est des fois un industriel a un projet à un endroit et la collectivité doit pouvoir être capable de lui dire « Vous aviez pensé là, mais finalement, vous serez mieux là. » Et donc, voilà, c'est changer le foncier. Ou ça peut être changer le projet. Si le projet est très bon au départ, qu'on ne peut rien faire de plus, ça arrive ça. Moi, c'est quand même, il y a toujours moyen d'améliorer. Le projet du boulevard de Miramas, au départ, il n'était pas... Je pense qu'il y a 10 ans, personne ne se serait posé la question. Ils auraient fait leur projet de réaménagement et tout le monde aurait trouvé ça très bien parce que ça aurait été revégétalisé, etc. Or non, il y avait quand même moyen de très largement optimiser la partie matériaux, de très largement optimiser la partie gestion des eaux, de la partie gestion de la végétalisation. Enfin, il y avait beaucoup de marge de manœuvre en fait. Et je me permets encore une question. Chez Suez, il y a quelle proportion de projets qui sont vraiment basés sur la nature? Ah, bonne question. Donc en fait, on a ces fameuses grilles d'analyse pour sélectionner nos projets. Et alors c'est vrai que nous, on travaille dans les domaines de l'eau, de la gestion des déchets, de l'aménagement urbain, et la finalité du projet est souvent positive. Très très souvent positive. On a très peu de projets qui posent débat ou qui posent question. Ça va être un contournement, par exemple une nouvelle voirie, où on a la justification du projet qui est, enfin, on ne trouve pas une déviation par exemple, où on ne trouve pas de justification forte qu'il n'y a rien d'autre qui est possible.
Voilà. Donc ça, on ne va pas y aller si on ne nous prouve pas que toutes les études ont été faites et qu'il y a vraiment besoin de ce contournement et que pour de la mobilité durable, il va y avoir un tramway du piéton sur l'ouvrage et que c'est nécessaire et que en termes de milieu, c'est déjà ultra artificialisé. Donc c'est très sélectif. Et donc ça va être une petite part. Par contre, après, donc nous, par défaut, il y a très peu de... il y a très peu de projets sur lesquels on va qui ne sont pas défendables. Enfin, même il n'y en a plus du tout maintenant, quoi. Et ensuite, dans les projets, la part des solutions fondées sur la nature, on va dire que c'est plus facile et plus courant dans tous les projets d'aménagement liés à l'eau. Donc sur les cours d'eau, sur les milieux naturels, sur toute la gestion pour les inondations, etc., le pluvial, etc. C'est plus facile à faire rentrer parce qu'on travaille avec de l'eau et du milieu naturel et donc c'est plus facile à faire rentrer. Après, c'est dans les aménagements urbains que ça commence à rentrer, mais on a une part, on va dire, on est au milieu du gué. Et après, là où on a le plus de difficultés à le faire rentrer, c'est sur des objets industriels, sur des activités industrielles. Or, c'est faisable. On peut faire une station d'épuration avec une zone de rejet végétalisé. Voilà, il y a tout un tas d'objets industriels qui peuvent accueillir des solutions fondées sur la nature, mais c'est plus difficile à faire rentrer. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va remercier Sabine pour sa présentation et ses réponses aux questions. Oui, je vous remercie parce que j'ai trouvé que j'étais un peu longue dans ma présentation une fois que j'étais partie. Là, et j'avais peur un peu de vous avoir assommé, mais ouais, j'ai trouvé que vous aviez des questions à la fois pertinentes et sur les différents sujets. Peut-être que ce que j'aimerais que vous reteniez, en fait, c'est de bien avoir en tête voilà, le cycle de vie du projet sur lequel vous êtes amené à travailler, de bien comprendre aussi et d'analyser les différents acteurs, parce que vous avez vu que selon où on se place et à quel moment on est dans le projet et quel est l'angle de vue qu'on donne, c'est pas pareil si on travaille dans une association de défense de l'environnement, si c'est un maître d'ouvrage public ou sur une entreprise privée, de bien comprendre où on se place et de bien analyser l'ensemble des enjeux environnementaux et de comprendre après les marges de manœuvre que l'on a. Et une fois que vous aurez cette vision vraiment générale avec les grandes questions clés qu'il faut se poser, à qui il faut les poser, quelles sont les meilleures solutions, bah, vous saurez trouver les leviers pour les placer au bon endroit. Et puis, plus on est nombreux, plus on est persuadé, plus c'est efficace. Et mieux on arrive à convaincre un auditoire, une prise de décision sur le terrain à un moment donné et à faire passer la bonne solution au bon moment. Et vraiment, voilà, vous avez en tant qu'ingénieur des super pouvoirs. Il faut vous en saisir, avoir les bons arguments, ne pas lâcher, se mettre à plusieurs et infléchir les prises de décision. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut après pour faire faire. Voilà, il faut juste vouloir, avoir envie, et ça permet de faire vraiment changer les choses de façon efficace. Donc, on a besoin de vous.